J'analyse cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. Donc, une nouvelle stratégie qui était attendue quand même depuis longtemps. On nous promettait ça depuis pas mal de temps. Le langage d'Ottawa est beaucoup plus ferme là, face à la Chine. La Chine est même qualifiée de puissance perturbatrice. Je vais vous demander d'abord à quel point il y a un changement de ton du gouvernement canadien face à la Chine. Jusqu'à quel point c'est significatif? Bien, je dirais que c'est un changement de ton très important envers la Chine. Et puis, c'est quelque chose, je pense, que la plupart des observateurs espéraient. Puis, ça aurait été difficile pour Ottawa d'adopter une politique haute, là, parce qu'on a beaucoup appris sur la Chine, sur le fait qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle prend des gens en otage, qu'elle mène une politique très agressive, puis en plus sur le plan domestique avec toute la répression qui a cours. Donc ça, c'est clair que le gouvernement de M. Trudeau a abandonné l'idée d'un accord de libre-échange, d'augmenter les échanges commerciaux. Et là, sans parler de découplage, on commence à prendre nos distances, à limiter beaucoup les échanges, puis aussi à dire aux gens d'affaires, on vous offre une alternative. On va vous aider à développer d'autres marchés dans la région Indo-Pacifique, qui est une région qui croît très rapidement. Ouais. Et comme ça, vous allez avoir plus de choix pour réduire votre vulnérabilité en Chine. Parlons de l'aspect militaire, parce que cette nouvelle stratégie prévoit un investissement de 500 millions pour augmenter la présence militaire du Canada dans la région Indo-Pacifique, qui, on le sait, est aux prises avec des menaces qui sont de plus en plus complexes. Quelle pourrait être la réaction de la Chine? On peut s'attendre à quoi? Bien, ça, c'est un des éléments forts de la stratégie. Mais je dirais que la stratégie est vraiment une stratégie complète parce qu'elle touche à tous les sujets importants avec les 5 objectifs. Puis, du côté militaire, je pense que la Chine va prendre note du fait que le Canada va être plus présent, puis ça va impliquer des passages dans le détroit de Taïwan avec une participation accrue à des exercices militaires. Le Canada aussi a introduit une nouvelle notion de sécurité dans le Pacifique Nord, qui est une notion très intéressante, mais je pense qu'éventuellement là-dessus, il va falloir que le Canada investisse beaucoup plus pour protéger la souveraineté arctique. Mais c'est clair que ça envoie un signal très fort. Est-ce que ça va faire une grande différence? Peut-être d'un côté, c'est plus symbolique, mais je pense que ça va être bien reçu par les pays de la région qui se sentent menacés par l'expansion de la Chine. Oui. La ministre de la Défense, Anita Anand, a aussi annoncé que l'armée canadienne allait envoyer une 3e frégate dans l'océan Indien d'ici à l'année prochaine, donc d'ici à 2023. Est-ce que le Canada a vraiment les moyens de ses ambitions militaires dans la région Indo-Pacifique? Bien, c'est un peu pour ça tantôt que je disais qu'il va falloir avoir d'autres investissements parce que c'est excellent d'envoyer une 3e frégate, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Puis en fait, connaissant tous les besoins du côté du Pacifique, puis particulièrement si on veut protéger davantage notre souveraineté dans le Grand Nord canadien, à mon avis, il va falloir beaucoup plus parce que aussi, si jamais il y avait des tensions qui résultaient en une agression de la Chine envers Taïwan, le rôle du Canada, le rôle que le Canada pourrait jouer à ce stade-ci est très limité. Oui, parce qu'on se pose la question, si jamais il y avait une intervention en Chine sur Taïwan, donc le rôle du Canada, finalement, assez minime, selon ce que vous nous dites. Oui, mais quand même, c'est ça. Ça envoie un message important à la Chine, puis surtout, je dirais, un message aux pays de la région, là, les pays qui ont des conflits maritimes avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. Bon, sur cette nouvelle stratégie, là, de façon générale, lors de sa présentation dimanche à Vancouver, la ministre Joly a reconnu que même si le Canada durcit le ton comme ça face à la Chine, qu'il va falloir quand même continuer de travailler en coopération avec la Chine sur des questions comme la lutte contre les changements climatiques, entre autres choses. Comment vous voyez la suite, justement, de nos relations avec la Chine? Est-ce que le Canada peut espérer avoir de la coopération de la part de la Chine? J'en suis pas certain. Puis ça va être très intéressant de surveiller la réponse de la Chine, parce que là, c'est clair que la Chine est indisposée envers le Canada, là, suite au discours que Mme Freeland avait fait à Washington il y a un peu plus d'un mois, où elle parlait d'autocratie puis qu'il fallait réduire notre dépendance
envers les autocraties, l'expulsion de 3 compagnies chinoises qui avaient investi dans les minéraux critiques au Canada, une accusation d'espionnage à Montréal, puis maintenant, cette nouvelle politique de la Chine. Si la Chine était honnête, elle reconnaîtrait que le Canada lui a beaucoup aidé dans le passé du côté de l'environnement. C'est le Canada qui a aidé à créer le ministère de l'Environnement chinois. On a beaucoup aidé aussi du côté de la santé publique, qui sont 2 des thèmes identifiés par Mme Joly. Mais moi, je pense que les Chinois vont être pas très contents et ils vont vouloir nous faire attendre un peu, je pense, avant de vouloir s'engager. Un des bons tests, ça va être de voir comment ils vont se comporter lors de la COP 15 sur la biodiversité là, qui commence la semaine prochaine à Montréal. Oui, c'est ça, parce que donc, effectivement, ça va être à voir que cette collaboration potentielle de la Chine. Pour ce qui est de l'aspect commercial maintenant de cette stratégie dévoilée hier, Ottawa veut aussi tisser des liens commerciaux donc plus étroits avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud. La ministre Joly a annoncé la création d'une porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. Est-ce que des pays comme l'Inde pourraient représenter une alternative à la Chine, justement, pour le Canada? Je pense que dans plusieurs domaines, ça pourrait être le cas. Mais là, c'est clair qu'il faut rebâtir les liens avec l'Inde parce que vous vous rappellerez de la visite désastreuse de M. Trudeau en Inde en 2018. Ah, oui. Mais je pense qu'il y a un potentiel là. Puis aussi, le Canada se donne, je pense, les moyens de ses ambitions avec cette stratégie-là, en autant qu'il va y avoir plusieurs postes de diplomates, mais aussi d'attachés commerciaux, de délégués commerciaux qui vont être créés pour justement essayer de mieux bénéficier de la croissance très rapide de cette région-là. Dans le cas de l'Inde, on voit d'ailleurs que, par exemple, pour la compagnie Apple, elle a commencé à transférer une partie de la production du iPhone en Inde parce qu'elle s'aperçoit qu'avec les problèmes que connaît la Chine actuellement, ça pourrait poser des risques pour l'approvisionnement à long terme. C'est que moi, je pense l'Inde, ça présente un pays plus facile sur le plan linguistique, sur le plan juridique, s'il y a des conflits. Mais il va falloir investir beaucoup. Mais il faut regarder aussi le potentiel dans le reste de l'Asie. Les pays de la Nord, c'est 660 millions d'habitants. L'Indonésie, c'est un grand pays aussi. C'est une région qu'on avait négligée. Mais là, comme je disais, on se donne les moyens pour démontrer qu'on est intéressé et qu'on va vouloir consacrer plus d'efforts. Puis un autre élément que je soulignerais, c'est les 750 millions de dollars pour aider avec des projets d'infrastructure pour offrir une alternative à la grande initiative chinoise, la ceinture de la route. Ça va être très bien reçu dans la région. Bon. En terminant, M. Saint-Jacques, je veux vous entendre sur ce qui se passe en ce moment en Chine. Vous avez vu ces manifestations contre la politique zéro COVID et le président Xi Jinping. Dimanche, on a vu des manifestants qui ont répondu à des appels sur les réseaux sociaux. Ils sont descendus dans la rue, notamment à Beijing, Shanghai, Wuhan également. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces manifestations anti-gouvernement? Est-ce que ça vous semble grave? Est-ce que ça pourrait dégénérer davantage? Je pense que oui, puis ça doit rendre le régime très inquiet. Puis il faut se souvenir que tout ça survient à peine un mois après que Xi Jinping ait été couronné, puis ait obtenu un 3e mandat comme secrétaire général du Parti communiste. Puis en fait, la gestion de la COVID, de zéro COVID, s'est identifiée à Xi Jinping parce qu'il a tellement concentré tous les pouvoirs. Puis là, que des gens osent descendre dans la rue, sachant toute la surveillance qui s'opère partout avec les caméras, avec des policiers en civil qui filment les manifestants, d'oser demander sa chute, son départ, ça, c'est vraiment, il faut être exaspéré de la façon dont la COVID est gérée. Puis là-dessus, je pense que ça va forcer le gouvernement. Je serais très surpris que le gouvernement ne change pas son approche parce que l'économie va de plus en plus mal. On parle là que le tiers du produit intérieur brut de la Chine est confiné. Donc, il y a un impact très important. Puis, on voit que les gens, quand ils n'ont pas la possibilité de protester, là, tout devient extrêmement volatile. Et puis, je pense que si les manifestations s'étendent ailleurs, ça pourrait devenir très grave. Et la façon pour le régime, c'est de changer son approche, de laisser tomber les tests de masse pour aller plus avec des tests rapides et surtout mettre l'accent sur la vaccination et idéalement en utilisant des vaccins étrangers mRNA messagers qui sont beaucoup plus efficaces que les vaccins chinois. Puis
Parce que là aussi, la Chine sait qu'elle est vulnérable. Chez les 60 ans et plus, il y a 86 de la population qui a eu une première dose, mais il y a seulement 68 qui ont une deuxième dose d'un vaccin qui n'est pas très bon. Puis, quand on regarde leur lit pour des soins intensifs, il y en a seulement 4,5 par 100 000 habitants. C'est 28,5 aux États-Unis en comparaison. C'est qu'ils savent que si jamais l'épidémie se répand, et les épidémiologistes de Hong Kong disent qu'il y a un grand risque que ça va se répandre si la Chine ne change pas son approche. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils changent leur approche. Oui, ça fait quasiment 3 ans qu'il y a des confinements en Chine. On va continuer à suivre ces manifestations. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci.